Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de T'es dans le match, votre émission 100% Stade Brestois sur TBO, TB Sud en partenariat avec Le Télégramme, avec au programme débat et analyse comme chaque lundi entouré de nos spécialistes. Pour nous accompagner cette semaine, l'excellent Franck Ledors du journal L'Équipe. Salut Franck. Salut l'excellent Ludo et salut à toutes et à tous. Et puis en plateau, nos journalistes du Télégramme, Antoine Ripoche et Mel Moisan. Salut messieurs. Salut. Salut Ludo, salut à toutes, salut à tous. Ouais. Une émission largement consacrée à la rencontre d'hier face à Reims et au cours de laquelle on se penchera également sur l'avenir d'Éric Roy. Faut-il craindre un départ du coach brestois en fin de saison? Votre avis à tous les trois, histoire de faire monter tout doucement la pression. Maël, pour commencer. Faut-il craindre? Oui. Après, ça ne veut pas dire qu'il partira, mais faut-il craindre? Oui. Antoine? Pareil, oui, je pense qu'on peut le craindre. Franck? Là, je vais être très original. Oui, il faut le craindre. Écoutez, intéressant, on verra ça tout à l'heure. Quelle est votre analyse à tous les trois? Tiens, Franck, pour commencer, si tu veux bien. J'ai envie de dire les deux, mon général, un petit peu à bout de souffle, mais beaucoup à court d'idées. Effectivement, on peut développer la thèse de la fatigue, de l'enchaînement des matchs, etc. Mais bon, ils ont quand même dominé, eu le ballon à plus de 70%, 72%, je crois, de possession. Ils ont fait, je sais plus de 30 centres. Ils ont gagné 60% de leurs duels. Donc, je veux dire, physiquement, ils étaient là, mais ça a manqué cruellement, oui, d'idées. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Je trouve un milieu de terrain pourtant sur lequel j'ai insisté en espérant que ça serait celui qui finirait effectivement la saison. On retrouve un peu le trio magique de la saison dernière. Je l'ai pas trouvé très très bon, loin de là, notamment Pierre Lesmelou qui a fait un match je trouve assez médiocre avec je sais plus combien de ballons perdus, 24 je crois ballons perdus, ce qui est énorme pour lui. Il n'y a pas que lui, et puis une attaque aussi qui était un peu décimée, avec un Ludo Ajorc un peu trop isolé, bien pris, et des joueurs sur les côtés qui sont pas des attaquants, hein, c'est pas des vrais attaquants. On sait que et Mathias Pereira-Lage et Romain Fèvre préfèrent jouer un peu plus bas dans le cœur du jeu. Donc Mathias Pereira-Lage n'a pas démérité, hein, il est plutôt dans une bonne période, mais Romain Fèvre, c'est un match sur deux, ce coup-ci c'était un match de sang, donc ça faisait beaucoup. Au niveau de l'animation offensive, la semaine dernière contre Angers, les Brestois nous avaient habitués à mieux. Franck disait c'est pas forcément à bout de souffle, mais est-ce qu'on peut mettre quand même ça sur le compte de l'usure physique après le marathon de ce début d'année ou pas? Ouais, je pense clairement, ça fait que très peu de temps qu'ils ont récupéré ce rythme d'un match par semaine, on l'a suffisamment dit, mais c'est quand même leur 40e match de la saison, là où pour leurs concurrents qui eux tournent plutôt bien en ce moment autour de la 7-8e place, c'était que le 29e ce week-end, donc rien que là-dessus, un tiers de plus, évidemment que ça se ressent dans les jambes, je pense que ça c'est assez logique, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui n'était pas forcément le cas à Angers, dans toute l'animation, l'inspiration, tout ça, c'est que Reims jouait vraiment dans un bloc très bas. Et c'est ça la grosse différence avec les matchs jusqu'à présent ou contre un petit adversaire, enfin un adversaire jugé plus modeste, c'est qu'en fait, là, on n'a jamais vu une équipe jouer aussi bas contre Brest et ça les oblige à se surpasser. En fait, c'est le genre d'équipe, Reims, qui joue le maintien, ils sont en danger, Reims, hein, ils ont complètement dévissé. C'est des équipes qui ont la trouille de descendre. Et donc, il y en a plusieurs en Ligue 1 comme ça, qui jouent, qui bétonnent derrière, qui jouent devant à 20 mètres de leur but, avec un bloc resserré. Et donc, c'est vraiment pas intéressant pour des adversaires pour des équipes comme Brest qui cherchent à jouer. Alors, à part Paris, on a préparé un peu le débat avant, mais à part Paris qui peut éventuellement faire exploser ce genre d'équipe, et encore comme d'autres, ils ont des soucis des fois, et tous les autres tombent sur un os avec des équipes comme ça. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai... Ils sont à court d'idées quand même, il y a un manque d'imagination quand même, parce que contre Angers, il y a une chose, on dit qu'on avait retenu d'ailleurs ici qu'ils étaient hyper efficaces contre Angers. Ils sont pas hyper... Il n'y a pas d'imagination totale, et il n'y a pas quelque chose... On n'a pas vu le meilleur Brest contre Angers qu'on connaît, mais Angers est un peu plus ouvert, et Brest a été efficace quand ils ont eu les occasions. Là, en l'occurrence, je trouve qu'ils ont pas su se renouveler aussi. Il y a votre bloc de Reims, mais Brest n'a pas su se renouveler. Mais contre Angers, il y avait quand même, honnêtement, plus de variété dans le jeu. Et plus d'espace. Mais c'était aussi facilité par la défense anglaise. Ouais. Alors, coup de fatigue ou manque d'idées, la question a été posée à Éric Roy après la rencontre. Je ne suis même pas un second souffle, mais de se reposer. Je pense qu'on a besoin de se changer les idées. On a fait un marathon un peu pendant quelques mois, quelques semaines, très intense, et je pense que d'avoir quelques jours de repos, ça fera du bien à tout le monde. Je ne sais pas si c'est un manque de peps, moi je dirais plus un manque on l'a dit, de créativité, de capacité à un moment donné à faire une différence, à trouver l'étincelle, tout simplement. Après, félicitations à Reims, ils sont venus chercher ils sont venus faire un match solide.
avec leurs moyens du moment, et c'est vrai que quelque part ils ont réussi leur coup. Mais après oui, je trouvais un peu les sifflets un peu durs à la fin du match. Même les joueurs n'ont pas trop compris, mais bon, après c'est comme ça, peut-être que les gens sont plus exigeants avec nous. Alors, on sent qu'il y a un peu des deux, selon lui. Ouais, il a raison sur les sifflets, quand même. On peut y revenir. Je trouve que c'est dur pour une équipe, pour la saison qu'elle fait, pour la saison dernière. Oui, en fait, en gros, on a vu une purge. Disons-le clairement, on a vu une purge dimanche et un match vraiment dur à regarder. Moi, j'étais devant ma télé et c'était long. Ceux qui étaient au stade, comme Antoine, c'était peut-être encore plus long et même plus froid. Donc oui, mais de là à siffler, c'est dommage parce que... C'était pas très net non plus. C'était pas une et puis après, il y a un effet de groupe. De toute façon, dans les sifflets, il y a toujours un effet de groupe, mais c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Franck, comme on l'a évoqué dans cette émission déjà, le public brestois, et Eric Roy l'a dit, est devenu trop exigeant, peut-être. Je ne sais pas s'il est trop exigeant, mais exigeant forcément. Et effectivement, je ne pense pas qu'on ait assisté à une bronca. Il y a eu quelques sifflets. Bon, c'était un triste 0-0, certainement le plus mauvais match de la saison à domicile. Donc, bon, on n'empêchera jamais, dans ces cas-là, quelques-uns de siffler. Et effectivement, peut-être aussi, les gens se sont dit, au regard des autres résultats, que l'Europe s'éloignait peut-être définitivement. Je ne sais pas si on l'évoquera au cours de l'émission. C'est pas un thème en soi. On en a déjà parlé. On en reparlera, mais c'est vrai que 6 points sur la 7e place qui n'est pas officiellement encore européenne, 7 points sur le 6e qui le sera et qui est Lille. Je ne dis pas que c'est impossible aujourd'hui, mais il va falloir faire un quasi sans faute sur cette dernière ligne droite. Donc peut-être que ça, les gens l'ont aussi un petit peu compris, et étaient encore persuadés il y a quelques semaines qu'avec le championnat et aussi la Coupe de France, cette équipe pouvait encore les faire rêver et pourquoi pas les amener encore en Europe. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement c'est un petit dépit amoureux en fin de match, mais effectivement, je ne pense pas que c'était très minoritaire quand même. Bon, ça admet, néanmoins, les joueurs et le coach en ont parlé, donc ça les a un petit peu piqués quand même, visiblement. Je pense qu'il y a aussi l'histoire des... il reste... Alors j'ai compté sur mes doigts avec Antoine tout à l'heure parce que j'avais du mal à compter 7 ou 8, mais il reste 8 matchs, du coup, c'est ça. Et sur les 8 matchs qui restent, en fait, il y a la peur que ce soit long. Je pense aussi chez les supporters, ils ont, comme dit Franck, ils se sont rendus compte que... Il y a des belles affiches à domicile. Il y a des belles affiches, mais l'enjeu. Je parle plus de l'enjeu. Ils ont peut-être un peu peur aussi que ce soit long. Et c'est vrai que cette carotte européenne, ça donnait un petit truc en plus pour la fin de saison. Et il y a un peu de ça aussi, un peu de dépit, comme tu dis Franck, je pense, dans la réaction de certains supporters à la fin. Tiens, l'exigence aussi pour ces belles affiches. Il faut que Brest soit aussi concerné par peut-être quelque chose pour qu'il puisse être à la hauteur aussi de ces événements-là. Avant de rappeler les conséquences au classement suite à ce match nul, j'aimerais que l'on s'attarde sur 2 autres points. Sur la première, Damidou, Macalou tout d'abord, entré en jeu, on va le voir à 77e en remplacement de Romain Fèvre. Le jeune Malien de 18 ans, à peine arrivé, est déjà lancé dans le grand bain de la Ligue 1. Franck, un mot sur ce joueur dont le journal L'Équipe avait en premier fait écho de sa signature début février. C'est toujours intéressant de lancer un jeune joueur. C'est une petite pierre aussi dans le jardin de la formation brestoise, parce que ce gamin arrive et tout de suite il est lancé. Et on sait que c'est très compliqué aujourd'hui à Brest de sortir des jeunes. Donc tant mieux si vous arrivez à prendre des jeunes comme ça en post-formation. Bon, il a joué aussi certainement parce qu'il manquait un peu de monde, mais il est rentré dans un secteur de jeu pour lequel, celui-là n'était pas dépourvu. Donc effectivement, il a plutôt fait des bonnes choses. On verra sur la durée. On ne va pas juger sur quelques minutes. Mais c'est bien d'avoir des solutions supplémentaires pour cette fin de saison, effectivement, quand on sait notamment que Hugo Magnetti sera suspendu, par exemple, le prochain match, et puis évidemment pour les saisons qui viennent, puisqu'il a signé un très long contrat jusqu'en 2029. Vient d'une académie, Jean-Marc Guillou, qui est quand même réputé pour former des bons joueurs de football. Donc Amaury Doumbia fait partie également. Donc on va voir sur la durée, mais c'est plutôt encourageant. Oui, c'est l'un des rares points positifs de cet après-midi, on peut dire. Petit gabarit, hein, Antoine, 1m64, vu des tribunes, quelle impression il t'a laissé sur ses premières prises de balles? De l'énergie, a priori de la vitesse. Alors pour compléter ce que dit Franck, il est rentré au milieu, pas tout à fait. Lui c'est un milieu, on a redemandé à l'entraîneur derrière, milieu relayeur offensif. Milieu relayeur offensif. Voilà. Là il est rentré sur un côté et il admet, Eric Roy, que c'est pas du tout un ailier de débordement, c'est vraiment plutôt un joueur d'axe a priori, qui peut éventuellement jouer sur le côté, mais bon, voilà, bien qu'il soit rapide, a priori on sera plutôt amené à le voir dans le cœur du jeu. Et de l'énergie, de la combativité, à l'image de Doumbia aussi, il a apporté un peu ce peps qui pouvait manquer. Ouais. Il y a 2 choses, il y a 2 actions à retenir en fait de lui, enfin 2 actions. Voilà, sa perte de balle. Sa perte de balle qui est quand même, mais ça c'est de la jeunesse. La perte de balle, il vient de rentrer et puis derrière une occasion. Mais bon, encore une fois, il vient de rentrer et ça peut arriver à n'importe qui. Moi j'ai bien aimé quand il part balle au pied là.
et qu'il est il a du culot quand même. Il teste, il va fixer les adversaires et on voit qu'il a quelque chose. Maintenant, après, on va pas tirer de conclusion hâtive sur un match, mais en tout cas, il a quelque chose. Surtout pour un joueur qui vient d'arriver en France, il a pas eu le temps de s'acclimater. La veille, premier entraînement, premier match, je pense que même pour lui, c'est arrivé plus vite que ce qu'il pouvait espérer. Il y a un truc. Et puis, autre fait de jeu qui aura son importance en vue du déplacement à Toulouse dans 15 jours, l'expulsion de Massadio Haïdara dans le temps additionnel. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, faute utile ou alors totalement évitable. Complètement inutile. Ça peut aller vite derrière, mais j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de joueurs brestois qui se regroupent derrière après. Donc je sais pas. Après, on est à la 91e. Donc de toute façon, il y a aussi un manque de lucidité à ce moment-là. Tu réfléchis pas, c'est une fraction de seconde, et il tacle, et puis pour le coup, il y a faute, il y a rien à dire sur le rouge. D'ailleurs, il conteste pas longtemps. Hein. Une défense qui sera encore en chantier du coup à Toulouse. Sachant que Bourgault est en phase de reprise, il était dans le groupe là, que Mavie n'a pas joué depuis un moment, Loco toujours pas. Chardonnay, du coup, et que Brendan Chardonnay, lui, c'est pour un certain temps, a priori, c'est 4 côtes cassées, pneumothorax, on ne devrait pas le revoir tout de suite. Allez, le classement à présent, classement archi dominé par le Paris Saint-Germain qui compte désormais 19 points d'avance sur Marseille après sa victoire hier soir dans le Classico. De son côté, Brest occupe toujours la 9e place, mais a lâché des points, on le disait, dans la course à l'Europe. Brest qui pointe désormais à 6 longueurs de la 7e place occupée par Strasbourg. 7e place qui est potentiellement qualificative pour les barrages de la Ligue Conférence. Ça fera l'objet d'un débat la semaine prochaine, Maël, mais est-ce que tu dirais que l'Europe c'est un petit peu éloigné après Toulouse, on en parlera la semaine prochaine. Il reste 8 journées. Ouais, c'est ça. Avec les doigts, c'est comme ça. Vite. Il faudra. Je pense qu'on en parlera longuement la semaine prochaine. Mais effectivement, ce match contre Toulouse, il devient central. Autant les matchs contre Angers et Reims l'étaient déjà, mais à Toulouse, l'enjeu il sera là. Si tu perds à Toulouse, ça devient compliqué. Même un nul. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre second débat du jour. Avec ce thème qui, pour réveiller l'attaque brestoise, thème évoqué récemment dans l'émission sous une autre forme, mais qui revient sur la table après la prestation face à Reims. Pour commencer, Antoine, préciser qu'il y avait seulement 2 attaquants de métier, si on peut le dire, hier sur la feuille de match. Ludovic Ajorc, dont là, on ne va pas prouver que c'est son métier. Salvio Diop, c'est moins évident. C'est un joueur qu'on a l'habitude de voir en R1. Et même en zone mixte, lui-même, il parlait aussi de la R1. Il a demandé qu'est-ce que ça avait fait comme score. Il n'est pas immédiatement concerné par les résultats du groupe pro. Ouais. Franck, il y a un manque criant de solutions offensives en ce moment, beaucoup trop de joueurs blessés qui manquent. Oui, c'est le problème. On a eu le problème défensif il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis, alors que ça s'est rebecté derrière, c'est devant aujourd'hui que ça pêche. Parce que, effectivement, attaquant de pointe, vous avez Ludovic Ajorc et c'est tout aujourd'hui. Donc, il a été dans une phase extrêmement positive quand il avait marqué ses 6 buts en 6 matchs d'affilée, puis cette coupure à Strasbourg où il n'a pas joué depuis 3 matchs, je crois, c'est ça, il n'a pas marqué, donc certainement un petit coup de moins bien aussi, mais il peut pas tout faire, on va lui demander de marquer un but à chaque match. Là, pour le coup, hier, il manquait 2 attaquants d'espace, que sont évidemment Sima et Baldé. On peut même rajouter éventuellement Salah, même s'il avait beaucoup moins de temps de jeu, mais il pouvait apporter au moins en cours de match parfois. Et ce sont des profils que vous n'avez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, quand vous jouez effectivement Mathias Pereira-Lage et Romain Febvre, ce sont pas du tout. Ils peuvent jouer effectivement devant dans des 4-3-3 comme c'est le cas là, mais c'est pas des profils d'attaquants qui vont vraiment prendre des espaces. Et ça aujourd'hui, ça manque cruellement au Stade Brestois qui aime aussi le jeu direct. Maël Irigroy, il ne déroge plus à son 4-3-3 depuis quelques temps. Et Franck le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un milieu de terrain qui est beaucoup moins impactant. Il y a aussi le poids des matchs. Pour Camara, Magnetti, même si Pierre Lesmelou a moins G, ils sont moins impactants et performants. Voilà, comme tu le dis, ils sont moins impactants au milieu de terrain, mais il ne va pas toucher à son trio, à son trident, Lesmelou en pointe basse et Magnetti. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'il attend qu'il redémarre. Mais il n'a pas les joueurs sur le banc Si, mais ce trio-là, il est tellement important. En fait, oui, il y a Lesmelou qui est en dedans, là. Mais en attendant, ce trident-là, c'est quand même ce qui a fait la force de Brest depuis 1 an et demi. Même malgré les blessures de Lesmelou, quand il était là, on a vu la différence. Et quand il n'était pas là, surtout, on a vu la différence. Donc, je comprends qu'Éric Roy insiste comme ça. Maintenant, après, c'est vrai que devant, en ce moment, il n'a pas les munitions pour ça. C'est pas tellement Ajorc qui est en cause, parce que Ajorc, il a rien à se mettre sous la dent. Il a rien. Est-ce que formuler différemment, est-ce que c'est un souci de
de joueurs offensifs ou d'animation offensive? Moi, je pense qu'il manque du monde. On le sait, c'est même pas je pense, c'est un fait. Alors, actuellement, il manque du monde. Il manque du monde. Et tu penses que globalement, dans l'effectif brestois, même tout le monde au complet, il manque du monde, des joueurs de... Moi, je continue à attendre beaucoup d'un Romain Fèvre, qui, on en a parlé là il n'y a pas très longtemps, qui devrait apporter plus. Hier, il avait sa chance et ça n'a pas été le cas. Et il y a un autre joueur dont j'attends plus, il a été beaucoup blessé cette année, mais il fait pas une bonne saison, c'est Romain Del Castillo. C'était le joueur, on en parlait encore ici aussi, c'était non pas le facteur X, parce qu'il y en a beaucoup dans cette équipe dans ce cas-là, mais c'était un joueur offensif qui apportait vraiment beaucoup de choses la saison dernière. Et là, cette année, il manque cruellement. Et je me dis que sur la fin de saison, alors je sais pas si toi, tu es plus proche du club, en l'occurrence, qui revient bientôt, mais je pense que ce joueur-là, par sa patte gauche et par sa capacité à éliminer, à fixer, je pense qu'il peut apporter quelque chose sur la fin de saison. Franck, un mot sur Kamori Doumbia, il est cantonné au rôle de joker. Est-ce que c'est pas une solution là aussi? Le problème avec Kamori Doumbia, c'est que visiblement, vous n'arrivez à le faire jouer que dans un système un peu différent, c'est-à-dire en soutien des attaquants. Donc ça oblige très souvent à changer de système. Bon, il peut rentrer effectivement dans le 4-3-3 au cœur du jeu, mais il sera moins impactant. Donc il faut qu'il joue en soutien de l'attaquant. Donc c'est-à-dire que vous changez de système, soit 4-4-2 en losange, soit 4-2-3-1. Mais comme le disait Maël, effectivement, là, on est reparti sur un 4-3-3 assez classique. Et c'est un joueur qui, effectivement, je vais être un peu méchant, on reste sur ce match exceptionnel contre l'Orient, mais c'était il y a un an et demi. Et bon, évidemment, je ne vais pas le résumer qu'à ça. C'est un très bon joueur de football, tout le monde s'accordera à le dire, mais il pèse très très peu. Il suffit de regarder ses statistiques, alors qu'ils sont en relation avec son temps de jeu, mais il joue quand même plus que la saison dernière. Il a enchaîné des matchs, il a fait, je ne sais plus, je crois, 6 titularisations même en Ligue des Champions. Et rien que de dire ça, je pense que les gens vont dire, ah oui, quand même, on s'en souvient à peine, quoi. Alors après, c'est quelquefois des rôles aussi sur un côté. Il s'est un peu, entre guillemets, sacrifié pour le collectif. Effectivement, Eric Roy l'a fait parfois jouer plus sur un côté, c'était tactique, mais à l'arrivée, je trouve que c'est effectivement, Ludo, un joueur moi, qui me déçoit un peu. Il devrait apporter plus. On parlait de Romain Del Castillo, Romain Fèvre. Voilà, c'est des joueurs qui rentrent, mais qui n'apportent pas assez, selon moi. Antoine pourquoi tu lances Antoine? C'est à moi de le faire. Antoine. Il est imitatif sur ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais le relancer. Il a pas eu le temps de répondre. Non, sur ce que tu dis, c'est sûr que Romain Del Castillo n'a pas retrouvé. Il m'a fait gros yeux, là, juste avant. Non, je t'écoutais, je buvais tes paroles. Sur Romain Del Castillo, c'est sûr qu'il n'a pas retrouvé ses jambes l'année dernière, et Romain Fèvre, de celle qu'on avait pu voir il y a 3-4 ans. Mais pour moi, la question que tu posais, Ludo, sur l'animation ou les joueurs, je pense que ça vient aussi de l'animation, parce que un joueur comme Sima, on a bien vu que ses qualités sont indéniables, et c'est peut-être dans la relation avec ses coéquipiers, on se dit il a été capable de marquer quasiment une dizaine de buts, alors que on reste sur notre fin quand même avec ce genre de joueur. Donc pourtant, je pense que c'est la façon cette ligne offensive, elle n'a pas vraiment trouvé son rythme et sa façon d'évoluer ensemble depuis le début de sasaison. Il n'est pas très alimenté quand même, il faut dire ce qu'il est. Là, hier, c'était criant, mais il n'est pas très alimenté. C'est en ça que moi je pense à Del Castillo, c'est qu'un joueur qui peut alimenter. Fèvre, on le voit hier, de temps en temps, il initie des choses, il essaie d'aller chercher l'appui, remise pour qu'on lui remette le ballon et qu'il aille. Mais en fait, ça n'a rien donné au bout du compte. Mais franchement, il n'est pas servi non plus à Jorg dans la surface. Il n'a pas grand-chose à se mettre tout là-dedans, quoi. Franck, je te voyais opiner du chef. À Jorg, en fait, c'est le seul poste qui n'est pas doublé. Alors, j'ai déjà dit dans l'émission, effectivement, c'est un profil tellement atypique, c'est compliqué d'avoir deux joueurs similaires ou qui lui ressemblent à ce point. Mais c'est vrai qu'un vrai avant-centre, quelqu'un de surface, qui prend de la place, qui est bon en remise, qui est capable de décrocher, il n'y en a pas d'autres. On parlait de Sima, Baldé qui peuvent manquer, qui sont eux des vrais attaquants de pointe, mais c'est plus des joueurs qui prennent de la vitesse, qui vont jouer sur les côtés, même s'ils peuvent aussi jouer dans l'axe. Mais dans son profil, il n'est pas remplaçable, Ludo, à Jorg. Allez, le temps presse. Merci. Franck, place à notre dernier débat du jour. Avec un débat qui va, j'en suis sûr, vous intéresser. Faut-il craindre un départ d'Éric Roy en termes de cette saison? En fin de contrat, le technicien brestois entretient le mystère depuis plusieurs semaines quant à son avenir. Nouvelle preuve, il y a 3 jours avant le match face à Reims. Regardez. Moi, je suis toujours dans le même état d'esprit. Il n'y a aucune bonne probabilité que je puisse rester ici. Et puis, il y en a aussi d'autres que je puisse partir. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau parce qu'on n'a pas avancé dans les discussions. Donc, on a repris au fil les discussions, mais pour l'instant, il n'y a aucune annonce à vous faire. Alors, de bonnes probabilités que je reste, d'autres que je puisse partir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On voit qu'il est un peu plus agacé semaine après semaine, déjà, que le sujet. Mais le sujet, chaque semaine, il va t'interroger. Ça commence, mais la redondance l'agace un peu, et on le sent, et c'est normal. Oui. Mais en même temps, on peut prendre le problème à l'envers, parce qu'on a dit, faut-il craindre un départ d'Éric Roy?
Si on était 100% certain qu'il resterait, ce serait réglé depuis longtemps. En conférence de presse, il éluderait pas les questions et il dribblerait pas les questions comme ça. En gros, alors, tu veux dire quoi, qu'il joue la montre? Pour moi, il joue un peu la montre. Après, c'est tout à fait respectable. C'est qu'il attend de voir ce qu'il va avoir vraiment en main, je pense, pour prendre sa décision en son âme et conscience. En fait. Brest ou ailleurs? À Brest ou ailleurs, mais c'est normal. Il est bankable. Il a redoré son blason. Enfin, c'est redevenu un vrai entraîneur de Ligue 1. Enfin, c'est devenu un vrai entraîneur de Ligue 1 après un long passe. Il y a très longtemps qu'il était à Nice. C'est normal. Il attend de voir. Il a mis Brest tellement haut que c'est normal qu'il se pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'il peut avoir la saison prochaine et qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux ou de moins bien s'il reste à Brest. En gros, rien de neuf, Franck, sauf que l'on a appris que le fil des discussions avait été renoué. Effectivement, rien de neuf. Et pour rebondir sur ce que disait Maël, pour malheureusement ne pas avoir eu la chance d'assister à cet excellent match d'hier, donc être moi aussi devant ma télé, je suis resté un petit peu pour écouter les réactions. Et chez nos confrères de DAZN, ils lui ont posé la question aussi. Et ça a très vite énervé, effectivement. Il a rappelé qu'il y avait pas grand-chose à dire aujourd'hui. Et voilà, il a coupé assez court. Et comme disait Maël, oui, c'est un feuilleton qui peut durer et qui va vite l'énerver, mais en même temps, il le nourrit lui-même. Exactement. Effectivement, il pourrait dire je ne parle pas de cette question-là aujourd'hui, etc. Ouais, mais vrai. bon, c'est plus fort que lui. Et tant mieux pour nous, comme on dit, c'est un bon client, mais il répond sur tout le temps. Même quand il est énervé, bon, il alimente aussi les conversations. C'est lui qui nous dit qu'il y a des discussions, puis il y a pas. Enfin, en plus, c'était pas très clair. C'est-à-dire, on a repris des discussions, puis on n'a pas repris. Enfin, si on se parle, on négocie pas. Donc tout ça est assez nébuleux. Ce qui est clair, c'est que oui, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de négociation. Comme disait Maël, il va attendre de voir effectivement ce qui peut arriver. Attendre de voir aussi le club de Brest. Bon, là, on n'est pas parti sur, a priori, une qualification européenne. Si vous regardez cet effectif entre les joueurs en fin de contrat, les joueurs prêtés et les joueurs qui seront sollicités, bon, c'est logique, hein, comme tout entraîneur à cette époque de l'année, mais il peut y avoir un certain nombre de départs quand même assez importants dans cet effectif, et c'est normal qu'il s'interroge avec effectivement les possibles contacts qui vont se nouer sans doute assez rapidement. Une image, tiens, si Antoine en régie veut bien nous la montrer, avec le King Eric qui a fêté hier son 100e match, toute compétition confondue à la tête du Stade brestois, pour un bilan très largement positif de 46 victoires, 12 nuls et 32 défaites. Alors si on se place du côté des dirigeants brestois, le président Denis Lossin en tête que l'on voit à ses côtés, on imagine assez mal ne pas vouloir le... Mais c'est évident qu'on est mi-mars, que Brest, avec l'entraîneur qu'ils ont là... Comment c'est le ça conserver, oui. Ils veulent le conserver, Brest, c'est une évidence. Maintenant, après, ils l'ont dit en plus. Après, c'est une question de réussir à se mettre d'accord sur un délai de contrat, un salaire aussi certainement, parce qu'il est en droit aussi de demander plus. Enfin, il y a tout ça. Mais en tout cas, que mi-mars, il n'y ait pas de décision et encore moins de négociations très avancées, ça montre en tout cas qui sont pas en tout cas à l'instant T sur la même longueur d'onde totalement, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense pas que ce soit avec la présidence que ça bloque. C'est pas à ce niveau-là. Et je pense pas qu'il y ait de problème non plus. Non, c'est juste que tout le monde va avoir une réponse. Lui, il attend pour faire un choix, mais pour qu'il y ait un choix, là, il sait ce qu'il y a d'un côté, c'est-à-dire Brest qui lui propose de le prolonger. Bon, les modalités de contrat et de salaire, ça viendra après, mais en tout cas, il sait qu'il a ça d'un côté, mais il lui manque de l'autre côté, avec quoi il pourrait hésiter. Exactement. Et en fait, il sait il nous l'avait dit. Il y a 5 ou 6 équipes peut-être en France qui peuvent, entre guillemets, l'intéresser s'il venait à se manifester. Peut-être à l'étranger aussi. On sait qu'il est déjà passé par l'Angleterre en tant que directeur sportif. Alors, on sait qu'il est curieux de savoir aussi ce qui peut arriver. Et puis, dans ce que disait Franck aussi, des choses qu'il peut attendre, il y a l'effectif. Il y a aussi la situation de son directeur sportif. Le projet sur le long terme, le PQ l'amassé en Ligue des Champions, ça offre des garanties pour... Après, il ne faut pas oublier qu'il y a le perso aussi. Si je ne me trompe pas, il est seul à Brest aussi. Sa famille est restée à Nice. C'est pas anodin, ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'il est là aussi. Il fait bientôt 2 ans et demi. Ça compte. À ce sujet. Non, mais oui, c'est vrai, mais c'est la réflexion que je me faisais, mais en même temps, à moins qu'il aille à Nice, si sa famille ne le suit pas, ou peu importe où il entraînera, que ce soit à Brest, à Toulouse, je dis n'importe quoi comme club, ou Lille, ou à l'étranger, sauf si c'est à la frontière italienne, mais et encore, je veux dire, bon, après, bon, c'est des organisations personnelles, mais effectivement, il est séparé de sa famille, mais en même temps, il fait un métier qui le contraint à ça, si ses proches décident de ne pas le suivre. Donc, effectivement, c'est une réflexion que je me faisais, mais bon, Brest n'est pas à côté de Nice, mais enfin bon, où qu'il ira, il rencontrera le même problème. Et puis c'est légitime de se poser la question au bout de 2 ans et demi, quand tu as mis Brest là où tu les as mis aujourd'hui. Et bravo à Brest d'avoir choisi ce coach-là, parce qu'on était nombreux à ne pas y croire au départ. Enfin, ça paraissait tellement improbable. Mais en tout cas, ce qu'ils ont réussi à faire mutuellement et au club et avec Éric Roy, mais au bout de 2 ans et demi et de tout ce qu'ils ont fait, c'est logique qu'on arrive à un virage et de se poser la question des 2 côtés, quoi.
des deux côtés. Et puis j'insiste, la situation de Grégory Lorenzi qui avait été vachement courtisée, et c'est forcément une question que Eric Roy peut se poser. Et si Lorenzi venait à partir de Brest, et c'est quand même lui qui a fait venir Eric Roy, peut-être que ça pourrait jouer aussi dans la réflexion de Roy, logiquement. Puis c'est quoi le cap aujourd'hui pour Brest? C'est début 2028, je crois, pour le nouveau stade. On s'était dit ça. Oui, tout va bien. Voilà, donc ça veut dire que c'est loin, c'est très loin début 2028. Dans ce laps de temps-là, il peut pas arriver. Enfin, Brest n'est pas sur une progression. Il n'y a pas une progression, voilà. Ouais. Excuse-moi, parce que du coup, je vois. Non, mais je te faisais signe parce que ça sera le mot de la fin, hein, Maël. Voilà. C'est ma phrase préférée. Franck, on te laisse profiter de tes vacances, pardon. Ah, bah écoutez, avec plaisir. T'es le bienvenu. Je vous regarderai quand même. Hein. Tu reviens nous voir en rentrant de vacances. Hein. Salut Franck. Avec plaisir. Antoine, Maël, merci à tous les deux. Et on le rappelle, toute l'actu du Stade Brestois est à suivre au quotidien sur le site internet, les réseaux sociaux, ainsi que sur la page YouTube du Télégramme où vous pouvez voir et revoir cette émission. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. Bye bye.